Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'approche fonctionnelle de la santé. Et pour vous parler de ce sujet passionnant et d'intérêt public, je suis ravie de recevoir Abdelaziz El Mansouri, naturopathe et directeur de l'école de naturopathie fonctionnelle et nutrithérapie Innov Naturopathie. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, nous y répondrons bien évidemment. Et vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Bonsoir Abdelaziz, Bonsoir Hélène, comment tu vas? ça va bien, merci et toi? Ben, ça va très bien. Écoute, on est ravis d'être là avec toi. Moi Et je suis ravie de t'accueillir. on te remercie de cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler de quelque chose qui nous passionne et quelque chose qu'on a en commun apparemment. Donc, du Tout coup, à fait. j'espère que ça va être assez passionnant et qu'on sera à la hauteur de l'événement. En tout cas, moi je suis contente de t'accueillir parce que déjà tu vas être mon futur formateur puisque toi tu es directeur de l'école de formation de naturopathie fonctionnelle et nutrithérapie Innov Naturopathie. Donc, tu vas nous présenter un petit peu ça dans un instant. Et du coup, donc, c'est un grand plaisir de te recevoir déjà pour ça. Et puis aussi, donc, moi, je t'ai découvert à travers les vidéos du docteur Mouton qu'on aime beaucoup, tous les deux. Donc, on a une approche, je pense, qui résonne avec les mêmes principes, les mêmes fondations. Donc, je pense qu'on va un peu discuter de tout ça dans cette vidéo. Et puis, je vais te laisser tout de suite te présenter. Du coup, dis-nous un peu plus sur toi, sur ce que tu fais et comment peut-être tu en es venu à t'intéresser à la santé naturelle, à la naturopathie. D'accord. Ben, écoute, je suis Abdelaziz Mansouri et aujourd'hui, je te remercie déjà de nous inviter. On est vraiment ravis d'être là avec toi. Comme tu le sais, ben, moi je suis multicasquette. Je dirige l'école Innov Naturopathie. C'est une école, comme tu le sais peut-être, qui est née au Canada, Mhm. qui a été créée par Marie-Claire Laparé. Et c'était du côté du Québec, Granby. Donc elle a quand même créé cette école en 1994. Et moi, par le plus grand des hasards, par un changement de vie, un chamboulement de vie, je me suis retrouvé dans le désert marocain à faire une palmeraie. Et j'étais toujours intéressé par la santé naturelle. J'avais déjà commencé, je lisais beaucoup dessus sur le sujet, etc. Et puis là où j'étais dans le désert, tu sais, je sais pas si tu as déjà été dans le désert marocain, Mais pas c'est du très peu tout. desservi, c'est très isolé, tu vois, c'est encore à l'ancienne, les gens vivent vraiment, voilà. Même les médecins, des fois, ben, c'est pas fameux, donc pour avoir un rendez-vous, c'est gens galèrent, etc. Donc petit à petit, les gens ont commencé à savoir que bon, je faisais déjà une palmeraie avec eux, je m'étais marié, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Et puis, en vivant avec eux et dans la communauté, avec un village aussi petit, les gens ont fini par me connaître et puis ils savaient que je pratiquais les plantes. Puis ce qui s'est passé un jour, c'est que un papy que je connaissais et que je passais voir souvent est tombé malade. Donc je le vois assez fatigué. Je lui dis comment ça va? Et puis il explique, il me dit ouais j'ai été à l'hôpital hier aux urgences etc. Et puis on m'a donné un médicament et je dis mais fais voir ton médicament. Il me donne son médicament, c'était un antibiotique. Alors je demande c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Là, il commence à me dire que ça l'oppresse ici, que le bras lui fait mal, etc. Bon, moi, dans une vie antérieure, j'avais été steward, donc là, nous, les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, on a quand même l'habitude de les voir venir. Et donc, je lui ai dit, écoute, je te recommande fortement quand même d'aller voir une clinique qui était à Irachiga, pas très loin, et d'aller voir ça parce qu'il me semble que c'est un peu plus sérieux que juste une bactérie ou quelque chose. J'ai bien l'impression que tu es en train de faire une crise cardiaque, mais je suis pas médecin. Va te faire diagnostiquer. Il n'en a pas tenu compte, malheureusement. Ça a pris une semaine. Et au bout d'une semaine, j'entends taper à ma porte, mais d'une violence. J'avais compris qu'il se passait quelque chose. Donc, je suis sorti rapidement et j'ai de suite, par instinct, compris que c'était ce papy qui était en détresse, quoi. Donc, on arrive et puis là, il l'emmène à l'hôpital où il avait été prescrit la première fois des antibiotiques. Il s'occupe de lui et je vois qu'ils lui refont le même traitement, qu'ils lui remettent les mêmes choses. Je rentre voir le médecin, je lui dis, écoute, je veux pas intervenir, mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a une erreur qui est faite et ce monsieur va mourir si vous intervenez pas. Il est en train de faire une crise cardiaque. Bon, là, on s'est un peu engueulé. Je suis sorti. Quelqu'un est allé chercher de l'aspirine parce qu'ils avaient quelqu'un de la famille qui avait des problèmes cardiaques et ils savaient que l'aspirine, ça pouvait aider. Ils le lui ont donné.
Et de suite, c'est allé mieux. Et lui pensait être guéri. Mais là, à ce moment-là, ben, écoute, j'ai insisté, j'ai dit demain matin, c'est moi qui viens te prendre. Et on monte, on va directement à la clinique. Arrivé à la clinique, effectivement, ils lui ont mis l'électrocardiogramme, ils ont tout fait. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il faisait une crise cardiaque. Voilà, forcément, dans le village, ça a fait du bruit. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une file devant chez moi de gens qui attendaient pour venir en pensant que j'allais, voilà. Donc, j'ai expliqué à ces gens-là que oui, j'utilisais les plantes, etc., que je pouvais rendre service. D'ailleurs, je ne me faisais pas payer. Je faisais ça vraiment pour rendre service aux gens. Je revoyais avec eux un petit peu ce qu'avait prescrit le médecin et tout, de leur faire comprendre ce qui avait été prescrit, etc. Puis un jour, l'imam du village, qui est un érudit, pas le simple imam que tu peux trouver ici en France, mais vraiment qui est un doctorant, quelqu'un qui est vraiment instruit, etc. Il est venu me voir, il me dit, écoute, tu as rendu service à énormément de gens. Dans 99%, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé même pour des gens de ma famille. Mais il y a un moment donné, il va falloir que tu t'orientes vers quelque chose où tu puisses être diplômé et puis faire ça dans les règles de l'art. C'est là que je me suis enquéri de savoir ce qui se faisait en médecine naturelle. À l'époque, bon, moi, je venais d'un milieu j'avais fait des études en nutrition clinique, je m'étais intéressé à la médecine fonctionnelle, mais j'avais jamais entendu parler de naturopathie. Et là, je vois l'école de Marie-Claire Laparé qui apparaît parce que elle avait une antenne qui était à Marrakech. Et puis, bon, je téléphone, je tombe sur un monsieur qui me dit, bon, finalement, tu as du bol. Elle vient la semaine prochaine à Tanger. Ça fait ni une ni deux. Je monte à Tanger, je rencontre Marie-Claire Laparé. On discute tous les deux et puis très vite, on est tombés amoureux intellectuellement l'un de l'autre parce qu'elle elle était beaucoup plus âgée, paix à son âme, elle est décédée maintenant. Elle avait 74 ans déjà à l'époque. Et donc, du coup, je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse, je veux bien rejoindre l'école. Donc, je rejoins l'école avec mon background, qui est celui de la médecine fonctionnelle, qui est celui de la nutrition clinique, etc. Et donc, en abordant les cours, je me rends compte que bon, il y a des choses intéressantes, la phytothérapie, l'aromathérapie, etc. Mais je me rends compte quand même des failles qu'il pouvait y avoir en termes de nutrition dans la naturopathie. Et c'est là que j'ai commencé à lui poser des questions pointues. Et voyant qu'elle ne pouvait pas me répondre, donc moi, j'ai toujours cette habitude d'aller faire les études, les recherches, prendre les études, etc., comparer et puis voir un petit peu comment dire, les fondements scientifiques de ce qui est avancé, et notamment, par exemple, par rapport au régime alcalin. Je trouvais ça d'un ridicule, quoi. Quand on connaît l'anatomie, la physiologie, la biologie, on sait pertinemment qu'on ne peut pas mesurer le pH de son tissu en faisant pipi sur une bandelette. Ça, forcément, c'était hors de question. Donc, et là, j'ai Ça commencé se fait à... souvent, ça, en Mais naturopathie. en Enfin, moi, fait, on me c'est l'a fait vachement faire hein, enseigné. C'est l'année quelque dernière. chose qui est toujours assez présent, qui est toujours enseigné dans la plupart des cursus de naturopathie, mais qui n'a aucun fondement. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec le docteur Georges Mouton, le docteur Affenbeck, on était plusieurs, on a fait un espèce de webinaire sur le sujet. Et en fait, de ce qu'avait trouvé le docteur Affenbeck et de ce que j'ai trouvé moi au niveau des recherches, on a tous les deux fait nos recherches, puis on a croisé ce qu'on avait trouvé. Ce qu'on s'était rendu compte, en fait, c'était que c'était les gens qui avaient des problèmes au niveau des reins, qui avaient bon, ben voilà, des reins défaillants, etc., qui pouvaient avoir un problème par rapport à certains aliments, mais il était en aucun cas possible de modifier son pH en mangeant des aliments acides. Ça ne fait absolument aucun sens. Et D'accord. ça, je veux dire, ça mériterait de faire une vidéo complète, Oui, mais c'est vrai. Hein. j'invite les gens qui sont curieux et qui veulent voir un petit peu ce qui s'est dit sur le sujet, d'aller voir la vidéo. Elle est sur notre chaîne YouTube. Ils peuvent taper, regarder, et puis ils se feront une idée d'eux-mêmes. D'ailleurs, nous, On peut la on mettre en n'attend pas. description aussi, tu sais. Ouais, ben voilà, Hein. tu pourras la mettre, mais on n'attend jamais que les gens nous croient sur parole, hein. Il n'y a qu'à voir notre blog quand on fait des articles, etc. C'est toujours référencé. Et puis voilà, comme on dit, nous, la science, elle évolue de funérailles en funérailles. Quand on a enterré une vieille théorie qui est obsolète, mais on passe à la prochaine. Et puis on ne fait pas d'état d'âme. On passe vraiment à la chose d'après. Et donc, du coup, ben voilà, Marie-Claire l'appareil, donc j'ai fait la formation tant bien que mal, parce qu'il y a des choses qui arrivaient à passer quand même dans ce qu'on m'enseignait, que je trouvais assez bizarre. Et donc, du coup, ben, moi, ça m'a passionné, donc j'ai continué, mais j'ai aussi, ça m'a permis de faire des recherches, d'aller un petit peu plus loin,
d'approfondir un petit peu au niveau de la médecine fonctionnelle, de commencer à étudier avec Chris Kresser aux États-Unis un petit peu avec la médecine fonctionnelle, et puis au final, de garder le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Marie-Claire apparaît, à un moment donné, elle s'est sentie un petit peu fatiguée. Elle m'a envoyé une demande en me disant, écoute, j'ai besoin que tu viennes au Canada. Moi, je pensais que c'était pour sa santé ou un truc. Donc, je suis venu au Canada. Et puis, c'est en arrivant là-bas qu'elle m'a expliqué qu'il fallait que je reprenne l'école. Alors, moi, j'ai posé une condition parce que elle m'avait introduit justement à Robert Masson et elle me disait qu'elle l'appréciait. Et moi, plus je creusais sur Robert Masson et plus je me rendais compte qu'au final, il avait compris beaucoup de choses bien avant. Est-ce que tu peux juste nous dire qui est Robert Masson Alors, pour les Robert gens qui ne Masson, paix savent à pas? son âme, est décédé. Hmm. C'est un naturopathe qui est très célèbre, qui a une école qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, bref, ils tapent l'école Robert Masson, ils vont tomber dessus. Là maintenant, c'est sa femme qui a repris, c'est plus du tout le même esprit, mais c'est quand même l'école que lui avait fondée et créée. Et il a fait quand même pas mal de vidéos qui sont encore sur YouTube, dont notamment un pistolet dans l'assiette. Il expliquait aussi que la naturopathie sciait la branche sur laquelle elle était assise. Il expliquait aussi que la protéine végétale n'était en aucun cas l'équivalent de la protéine animale, chose que beaucoup d'écoles de naturopathie mettent en avant, à tort, parce qu'ils ne prennent pas compte de beaucoup de notions que je t'expliquerai un petit peu plus tard, qui est notamment la biodisponibilité et des tas de choses comme ça. Donc, du coup, quand elle me l'a présenté, moi, je lui ai dit, mais finalement, tu es réticente à la médecine fonctionnelle, mais ce que fait Robert Masson, quelque part, il était pas tout à fait dans la médecine fonctionnelle, mais il avait quand même fait le pas vers ce chemin-là. Mhm. Et chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il s'est énormément servi des écrits de Georges Mouton, notamment D'accord, son d'accord, premier ok. livre, qui date de plus de 30 ans, où il parlait de péristaltisme, où il parlait de mouvements gastriques, de mouvements digestifs, enfin, au niveau des intestins, etc., le péristaltisme, comme quoi c'était important, et qu'il fallait pas l'interrompre, etc. Donc, toutes ces données-là, en fait, si tu veux, quelque part, lui, il les avait récupérées chez Robert Masson, et j'ai appris, parce que moi, je ne connaissais pas à l'époque Georges Mouton, j'ai appris de Georges Mouton qu'au final, ils se connaissaient, qu'ils étaient amis, et que oui, Robert Masson s'était beaucoup intéressé à la pratique de Georges Mouton. Donc du D'accord. coup, à force de discours, d'échanges pendant les 2 semaines que j'ai passées au Canada, elle a fini par accepter en me disant, écoute, moi je me mets en arrière, tu te mets en avant, et c'est toi qui prends la bourrasque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Robert Masson, il a pris la foudre. Quand lui, il a commencé à critiquer toutes les notions dogmatiques de Marchesso, euh, je veux dire, lui, il fait à peu près partie de la même génération, donc il était là dans la même époque. Et Marchesso, bon, mais il est arrivé avec des savoirs qui venaient beaucoup de Palo Alto aux États-Unis, donc c'est beaucoup de choses qu'il a importées, etc. Mais il y avait quand même pas mal de New Age. C'est pour ça que souvent tu Mhm. m'entendras dire théosophie ou ésotérisme. Des fois, je Mhm. parle de naturopathie théosophique ou naturopathie ésotérique, et Ah. c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est déconnecté du réel, c'est une approche un petit peu, si on veut parler philosophie réductionniste, qui va s'attarder, si tu veux, sur le fait que les aliments contiennent certaines choses, mais qui ne vont pas tenir compte de ce que je viens de te parler, de la biodisponibilité. Et la biodisponibilité, nous, en termes de nutrition clinique et fonctionnelle, on sait qu'elle est dépendante de cofacteurs. Il faut qu'il y ait une interaction, donc une synergie entre plusieurs micronutriments pour qu'il y ait une biodisponibilité. On va parler par exemple de la vitamine A qui est le rétinol. Ça, le rétinol, tu ne le trouveras pas dans dans le Mhm. végétal. Le végétal, tu trouveras le bêta-carotène. Mais le bêta-carotène est un précurseur du rétinol. La plupart d'entre nous sont de très mauvais convertisseurs de bêta-carotène en rétinol. Donc, du coup, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes. L'autre point, c'est le fer héminique. L'autre point, c'est la vitamine B12. La vitamine D Oui. fait énormément de choses qui font que, en termes de nutrition, et cette critique, je l'apporterai même en termes de supplémentation, parce que là, c'est encore bien souvent dans beaucoup de supplémentation, c'est une approche qui est quand même réductionniste. On va isoler une vitamine, la donner toute seule, et puis penser que ça va faire le job. Mhm. Sachant que, comme je l'explique souvent, on peut être chimiquement identique, mais moléculairement différent. C'est-à-dire que on peut avoir la même structure chimique, mais sinon on n'est pas ordonné de la même manière, on n'est pas moléculairement identique. Donc D'accord. c'est comme si, par exemple,
tu avais un gant gauche et un gant droit, si ma cellule, elle a un récepteur qui est gant gauche, tu amènes un gant droit, forcément, il rentrera pas. Donc, dans le pire des cas, il va empêcher d'autres nutriments ou micronutriments sains de venir être absorbés. Et dans le meilleur des cas, ce sera inutile. Mais on se Mhm. rend compte aussi que dans certaines supplémentations, c'est aussi très dangereux. Je veux Oui, dire, c'est ça, on peut faire pire que mieux en fait. exactement, exactement. On s'en était rendu compte avec la vitamine E. Maintenant, il y a une nouvelle forme de vitamine E qui est sortie et apparemment, elle est beaucoup plus efficace. Mais là encore, je leur oppose toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que les antioxydants, ils fonctionnent en cascade, ils fonctionnent ensemble et c'est très dangereux de donner un antioxydant sans donner l'ensemble. Donc, c'est pour ça que, en termes de médecine fonctionnelle, pour revenir au sujet, nous, on préfère toujours réfléchir de manière intelligente, rétablir une digestion optimale. Ça, c'est un des points sur lesquels on joue. Il y en a d'autres, mais il faut rétablir une digestion optimale pour pouvoir permettre après d'adapter une alimentation avec une haute densité nutritionnelle qui soit vraiment hypotoxique et qui soit adaptée à la génétique de la personne. Nous, dans notre Mhm. métier, c'est jamais la même chose qu'on fait. On va pas tout le temps donner les mêmes régimes à tout le monde. D'ailleurs, quand on fait des prises en charge en termes de naturopathie fonctionnelle, médecine fonctionnelle intelligente, parce que c'est pas toujours le cas, je précise, euh, il faut le faire de manière participative et ça sous-entend qu'il doit y avoir plusieurs rendez-vous et on doit être capable de mesurer, de modifier et de faire avec cette approche participative avec la personne, de créer le régime qui va être le plus adapté à cette personne. D'accord? On part Mhm. toujours sur quelque chose où il y a une éviction qui est quand même assez large. Et puis, petit à petit, on réintroduit ensemble et on voit ce qui est le plus adapté à la personne. Donc voilà, c'est une des approches qui est quand même beaucoup plus intelligente que ces recommandations générales qui sont faites, que ce soit par les ministères de la Santé, que ce soit par les écoles de naturopathie qui vont recommander des régimes de la même manière pour tout le monde et prétendre que tel régime correspond à l'homme, hein. On a tous entendu les vidéos d'Irène Grosjean, hein, ça l'a mentionné, mais bon, je suis toujours un petit peu obligé puisque c'est un petit peu quelqu'un de connu de la naturopathie. Je pense que tu la connais Oui, aussi. oui, 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 Ouais. tout à fait. Donc Irène Grosjean prétend qu'on est des crudivores, qu'il faut qu'on mange que des crudités, que des herbes et tout ça. Bon, c'est ne pas connaître le système digestif. J'ai d'ailleurs fait un article où je compare le système digestif d'une vache et le système digestif d'un homme. J'explique J'ai quand vu. même qu'il y a des différences, que la vache ne mange pas de bactéries, ne mange pas d'herbes, mais elle mange des bactéries, donc elle travaille par fermentation et que nous, on n'est pas capable de digérer la cellulose. Et l'autre point qui est super important, c'est que nous, on n'est pas basé sur la fermentation comme le sont ces animaux, mais on est basé sur de l'acide chlorhydrique avec un estomac qui est tout petit. Donc, je nous vois mal manger 30 kilos de bambou comme le ferait un gorille ou Bien 500 sûr. kilos d'herbe comme le ferait une vache. Donc, voilà, c'est très simple de débunker tout ça. C'est très simple à condition d'être méthodique, de réfléchir de la bonne manière. Il faut toujours partir du bon postulat. Et le bon postulat, c'est quoi? C'est de se poser quand même la question de savoir qui est l'homme, quel est le système digestif de l'homme, comment est-ce qu'il fonctionne et quel est le régime qui est le plus adapté. Donc nous, sur le terrain, réellement, parce que je pratique aussi, je ne suis pas juste le directeur de l'école, je tiens absolument à continuer à faire des suivis avec les gens pour mesurer ce que j'enseigne et pour voir un petit peu l'efficacité de ce que je donne et ne pas rester juste dans la théorie. Parce que sinon, Oui, on, c'est on se sûr. retrouve très vite Mm. décroché. Vous savez, enfin, tu sais, en termes de recherche, là, je viens de retaper tous les cours de nutri, tous les cours d'alimentation pendant tout l'été. Je peux te jurer que j'ai ajusté pas mal de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont en évolution. Et ça, que ce soit nous, que ce soit les médecins ou quiconque s'intéresse à la santé, il suffit pas d'accrocher un diplôme. Il faut absolument continuer à se mettre à jour, Bien à sûr. voir un petit peu, voilà, les différentes choses qui ont été découvertes, les différentes évolutions, etc., etc. J'aurais bien aimé que tu redéfinisses pour les gens qui ne savent pas exactement ce que tu entends par médecine fonctionnelle, parce que je conseille souvent d'aller voir un médecin fonctionnel. Dans le cas de problèmes de peau, par exemple, j'ai énormément de messages de personnes qui sont en errance médicale totale avec leurs symptômes chroniques, avec leurs problèmes de peau, leurs problèmes digestifs, voilà, la fatigue qui est constante. Et donc, je conseille souvent d'aller voir un médecin fonctionnel ou un naturopathe qui a en tout cas une approche fonctionnelle
ou un nutrithérapeute. Et souvent, on me demande, bah, c'est quoi en fait? C'est quoi un médecin fonctionnel? C'est quoi, ça veut dire quoi fonctionnel? J'ai l'impression que c'est pas très développé en France par rapport à la Belgique ou aux États-Unis. Là, je pense que c'est même né aux États-Unis, il me semble, la Et médecine aux fonctionnelle, États-Unis, hein. c'est pas si vieux que Ouais, ça, hein, ça date des années 90, hein. Mais en ouais. fait, si tu veux, la médecine fonctionnelle, elle est née d'où? Elle est née de, et c'est ça qui est assez intéressant, et il y a peu de naturopathes qui le savent, elle est née de la rencontre de médecins intelligents et de naturopathes intelligents. Et Mhm. c'est exactement ce qui s'est passé. C'est des naturopathes qui sont venus taper à la porte de médecins. Tu iras rechercher, j'oublie un petit peu son nom, mais c'est lui qui a fini, au final, par en parler, à mettre ça en avant, alors qu'au début, de prime abord, il n'était pas très intéressé par ça, mais ils ont commencé à parler de terrain, puis de pathologie, etc., et puis à réfléchir aux causes. En fait, si tu voulais expliquer la médecine fonctionnelle, je pense que la première des choses, c'est déjà d'expliquer ce qu'est la médecine allopathique conventionnelle. D'accord? Donc, la médecine allopathique conventionnelle, en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la symptomatologie. C'est ça. Si on Mm. devait représenter la maladie ou, si tu veux, le schéma de ce qu'est une maladie, on aurait à l'extérieur, si tu veux, si on faisait des sillons, on aurait à l'extérieur, si tu veux, le symptôme, ce que tu as décrit tout à Mhm. l'heure avec fatigue, problème de peau, etc. Ça, pour nous, c'est les symptômes. On va pas dire que c'est pas important, mais c'est une piste pour nous. C'est quelque chose qui va nous indiquer quelque chose. Après, dans le deuxième sillon, ce que tu aurais, c'est la maladie. D'accord? Ensuite, il y a un autre sillon qui est la pathologie. D'accord? Mhm. Et tout ça, c'est ce qui est à l'extérieur. Et au cœur, si tu veux, de ces sillons, tu as ce qu'on appelle, nous, l'exposome. D'accord? Et pas l'exposome, le génome et l'épigénome. Donc, je D'accord. vais expliquer en termes clairs ce que c'est. Le génome, si tu veux, c'est ton patrimoine génétique, celui avec lequel tu es né. D'accord? Mhm. Et l'épigénome, si tu veux, c'est le liquide chimique endogène, donc qui t'appartient, dans lequel il baigne. D'accord. Donc, ces deux éléments, en interaction avec ce qu'on appelle, nous, en médecine fonctionnelle, l'exposome. Donc, l'exposome, ça va regrouper tout ce qui est ton contexte, tout ce qui va influer justement sur ces deux éléments et créer un déséquilibre. Donc, ça peut être le stress, ça peut être la nutrition, ça peut être tes relations familiales, ça peut être tes relations amicales, ça peut être l'endroit où tu travailles, ça peut être les produits chimiques dans lesquels Mhm. tu baignes, ça peut être l'endroit où tu vis, ça peut être le fait que tu sois spirituel ou pas spirituel. C'est tout un tas de facteurs, en fait, si tu veux, qui vont influer sur ces deux éléments. Et en fait, ce sont les déclencheurs. Nous, en termes de médecine fonctionnelle, on a une phrase qui est assez connue. On dit que la génétique est un flingue et ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est le contexte, Mhm. c'est D'accord. l'exposome. Donc, en termes de médecine fonctionnelle, ce qui est à l'extérieur, on va en tenir compte, mais on va faire une recherche approfondie et essayer de comprendre, si tu veux, les causes fondamentales et les causes sous-jacentes qui peuvent intervenir là-dedans. Et donc, si tu veux, nous, quand on va faire une prise en charge, on va réfléchir sur plusieurs maillons, sur plusieurs éléments. Donc, les anomalies, elles peuvent toucher, si tu veux, de plusieurs processus comme la régulation hormonale, nerveuse, protection cellulaire, le cerveau, les intestins. Enfin, qu'on va nommer, nous, des maillons faibles parce qu'ils sont souvent mentionnés dans le dysfonctionnement et la qualité des rapports nutritionnels, elle pourrait largement les prévenir, mais c'est des maillons, si tu veux, qui peuvent être faibles et qui font que, si tu veux, il n'y a pas ce que je te disais au début de notre conversation, de biodisponibilité, Mhm. c'est-à-dire d'absorption de micronutriments par nos cellules. Donc, au niveau déjà du tube digestif, pour après être distribué ailleurs. Donc, si tu veux, le premier des maillons, ce serait le maillon intestinal. Pour nous, en termes de médecine fonctionnelle, il joue un rôle capital pour l'assimilation, comme je viens de te le dire, des nutriments, mais aussi pour la défense de l'organisme grâce à tous ces systèmes enzymatiques, aussi à la flore intestinale, etc. Le deuxième maillon, qui aurait pu être le premier, qui est celui du maillon gastrique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, l'estomac, il joue un rôle essentiel dans la digestion des nutriments et la santé globale. Donc, un estomac qui serait insuffisamment acide serait aussi un facteur de mauvaise absorption de micronutriments, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acidité est une barrière.
c'est quelque chose qui va empêcher des Mhm. bactéries de pénétrer. Donc, quand on a un pH qui est optimal, donc aux alentours de 2,2, 2,4, donc c'est quand même plus acide que le vinaigre ou que le Mhm. citron, quoi. Je veux Mhm. dire, on est sur Super quelque chose de acide, très ouais. acide. Chose qu'on pourrait apposer aux naturopathes qui disent qu'il y a putréfaction dans l'estomac. Je veux dire, putréfaction, ça veut dire bactéries. Il faudrait voir quel genre de bactéries peut vivre dans un milieu où le pH est aux alentours de 2,2. Donc, c'est encore un des trucs qu'on peut débunker assez facilement. Donc, l'autre point dont je parlais tout à l'heure, c'est le maillon cérébral. Donc, le cerveau, pour fonctionner correctement, on sait qu'il utilise aussi beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments qui lui sont nécessaires à la synthèse, notamment des neuromédiateurs qui, eux, gèrent le comportement, les actions. Tu parlais tout à l'heure de l'humeur, du sommeil, d'un tas de choses. Ça peut avoir un impact, mais on sait aussi qu'il y a un impact directement entre le système digestif et aussi le cerveau et tout ce qui est le maillon cérébral. On appelle ça l'axe intestino-cérébral. Par exemple, pour faire une parenthèse, on peut parler de la dépression. Là, si tu vas chez un médecin classique, lui, il va considérer que c'est un déséquilibre hormonal, etc., des neurotransmetteurs et tout. Et c'est pour ça qu'ils vont te faire ce genre de traitement qu'ils font. Mais en fait, aujourd'hui, on le sait pertinemment, les études sont tombées, etc. Ils se sont gourés sur le postulat. En fait, la plupart des cas, par exemple, pour les schizophrènes, c'est une inflammation. C'est réellement une inflammation. Et ce qui se passe, en fait, quand tu as des intestins, on va dire, euh, perméable ou hyperperméable, comme on dit Mhm. nous, mais ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des peptides, des bactéries, tout un tas de choses qui ne devraient pas passer au niveau de l'intestin, qui vont passer directement dans le système circulatoire. Et quand ça arrive au niveau du système circulatoire, ça va circuler, comme le nom l'indique, et forcément, ça va déclencher l'immunité. Et Ça va forcément, faire des ça va chaos. arriver aussi, voilà. Et puis, ce genre d'inflammation, ça va créer forcément des problèmes. Et je veux dire, j'ai énormément de clients que je suis par rapport à des problèmes de dépression, par rapport à tout un tas de pathologies comme ça, et avec qui on arrive à avoir des résultats mais juste Mhm. incroyables. D'ailleurs, dans les cours, on parle, nous, de psychologie ou même de psychiatrie fonctionnelle. Ouais, ben moi j'en ai fait l'expérience moi-même, hein. Toujours tu sais, ces ressentis de dépression, ouais, de brouillard, d'être toujours ouais, la tête dans le brouillard et pas bien, quoi, pas bien, pas en forme. Et moi, ça, c'était tout à fait lié à la dysbiose. Perte de Donc, mémoire, voilà, voilà, puis souvent, c'était vraiment, dans le oui, de coton. l'anxiété, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment très, très lié à ma dysbiose quand même, parce que, bon, après, il y a aussi le travail sur le système nerveux, mais ça, je dirais que c'est encore plus du travail de fond derrière la dysbiose. Mais C'est ouais, c'est lié, sûr. c'est lié, Ouais, c'est voilà, c'est lié, ça. c'est lié. Mhm. Ouais, ouais. Tout le SNC, le système nerveux central, il est directement affecté par tout ça. Mhm. D'ailleurs, c'est pour ça que le dernier maillon dont j'allais te parler, c'est celui de la protection cellulaire. Donc, les cellules de l'organisme, tu le sais, elles utilisent beaucoup d'oxygène pour fournir de l'énergie, les Mhm. mitochondries fournissent de l'ATP, etc. Et pour ça, il faut avoir comment dire, des mitochondries et des cellules qui sont quand même assez oxygénées. Et une partie de cet oxygène elle est à l'origine de la libération de dérivés très agressifs qui sont aussi appelés les radicaux libres, dont je te parlais tout à l'heure, par rapport aux antioxydants, etc. Et l'organisme doit être capable de les neutraliser. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la protection cellulaire. Elle est composée d'enzymes, radicalaires, pardon, qui sont issus de la génétique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et des piégeurs de radicaux libres issus principalement de notre alimentation. Donc, ce qu'on appelle, nous, les antioxydants. Donc, en fait, si tu veux, notre corps, nous, ce qu'on dit, c'est que notre corps, en termes de médecine fonctionnelle, lui, sait tout faire. Il sait absolument tout faire. Mais Mhm. encore faut-il Capacité qu'il de ait les outils. s'auto-guérir, ouais. Ouais. Voilà, encore faut-il qu'il ait les outils. Je donne souvent l'analogie du peintre qu'on inviterait à venir travailler chez nous. Il a beau être le meilleur peintre du monde, si je donne pas un escabeau, si je donne pas de la peinture, si je donne pas les pinceaux, si je donne pas, enfin, etc., si je lui donne pas à manger, il aura du mal à fonctionner Mhm. correctement. Donc voilà, c'est pour ça que nous, en termes de médecine, presque on dirait que c'est pas nous qui guérissons. Le corps, lui, c'est guéri tout seul. Et nous, d'ailleurs, on parle pas de guérison en termes de naturopathie. On parle d'accompagnement vers la santé. Tout ce Ouais. qui est guérison en termes médicinal, etc.,
on le laisse au médecin. C'est pas un souci. Nous, on n'est pas là en guerre contre la médecine allopathique et je voudrais pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pensent qu'on est opposé à la Oui, médecine bien sûr. allopathique conventionnelle classique. On est plutôt leurs alliés et plus même, on vient même sublimer des fois leur approche. On vient même nous traiter le fond et faire en sorte que les choses aillent mieux. D'ailleurs, moi, je travaille avec pas mal de médecins qui, au final, ils reprennent après derrière. Moi, quand j'ai terminé avec ces gens et ils voient l'évolution, bien souvent, c'est eux qui vont enlever certains médicaments et tout ça. Nous, on n'y touche pas à tout ça. Et c'est là que le travail ensemble, je veux dire, la médecine conventionnelle, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. On est obligé dans l'urgence, par Oui, exemple, bien quelqu'un sûr. qui a un problème cardiaque, de donner de suite de l'aspirine, etc. Donc, il ne faut pas se mettre dans l'état d'esprit que la médecine fonctionnelle, elle est en opposition avec la médecine conventionnelle. Bien au contraire, nous, on est complètement dépendants d'eux, c'est eux les maîtres du diagnostic, c'est eux les maîtres de l'anatomie, physiologie, biologie, même si nous, on y est formés, mais pas à leur niveau. Je veux dire, il y a un ordre des choses, il y a une hiérarchie, et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je connais ma place, je sais que dans le meilleur des mondes, je travaillerai avec ces gens sous leur aval et, comme on appelle nous, en adjuvant. Je ne viens pas en opposition, je ne viens pas Mm. en remplacement, mais je viens en adjuvant et je viens pour justement faire en sorte que le bien commun soit préservé. Et pour nous, le bien commun, c'est le bien-être de la personne. C'est toujours l'objectif qui devrait être dans nos têtes et dans celui des médecins. Il ne devrait pas y avoir de conflit d'intérêts, que ce soit de notre côté ou du leur. Et C'est pas toujours le cas, hein. j'arrive beaucoup avec beaucoup Ouais. même de Mm. médecins fonctionnels. Hein. Mhm. J'ai encore vu une cliente qui m'a ramené les prescriptions de son médecin fonctionnel. Elle était avec 15 suppléments, quoi. Euh, Oui, j'ai entendu parler de, oui, de certains médecins qui donnent beaucoup, beaucoup de... on est sur des prises en charge qui tournent aux alentours, tout compris, de 2000 euros sur 3 4 mois. Mm. C'est quand C'est même conséquent, c'est conséquent. sûr. Mm. Voilà, c'est pour ça que voilà, nous on se dit que il faut réfléchir intelligemment quand on fait une prise en charge ou même quand on forme des gens, les former à travailler dans le réel. C'est pas tout le monde qui est dans un milieu où tout le monde est aisé et tout le Bah, monde va bien pouvoir sûr. se permettre. Voilà. Donc voilà. Et je pense qu'en réfléchissant intelligemment, c'est là que nous, la différence avec la médecine fonctionnelle, c'est que par exemple là où eux vont mettre, mettons, une supplémentation en berbérine, nous, on aura un équivalent et même peut-être quelque chose de plus efficace parce que ce sera aussi, par exemple, un tonique amer. Quand tu prends une gélule, tu n'as pas le côté tonique amer quand tu consommes la chose. Par contre, Mhm. quand tu fais la décoction d'une plante qui va contenir de la berbérine, mais qui va avoir aussi ce côté amer et qui va apporter le tonique amer, on sait qu'au niveau du système digestif, ça force certains organes à exécrer, à se nettoyer, à se redynamiser. Et donc, il y a des choses qui sont quand même supérieures en plantes. Et pour te donner un ordre d'idée, moi, quand je fais une supplémentation en berbérine avec mes plantes, ça va revenir aux alentours de 5 6 euros. D'accord, Alors que quand tu prends la même supplémentation avec des gélules, tu es aux alentours de 30 euros. c'est Pour ça. quelque chose de qualité. Et après, voilà, hein, tu le C'est ce que sais, je en prends termes. alors. Voilà, Avec... ouais, Ouais. tu auras l'occasion de le découvrir avec nous. Tu verras que voilà, on garde nos boîtes secrètes, on ne va pas tout donner non C'est plus. sûr. Donc, du coup, voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et donc, si tu veux, oui, dans la médecine fonctionnelle, il y a fonctionnalité. Et pour nous, je veux dire, le système fonctionnel le plus important qui est, c'est quand même le système digestif. Oui, Rappelons qu'il va de la bouche à l'anus et que ce système digestif, pour nous, il faut absolument qu'il soit optimal. L'autre point, c'est que un médecin fonctionnel ou un naturopathe fonctionnel sont aussi des éducateurs de santé qui doivent vraiment faire comprendre aux gens qui viennent les consulter comment fonctionne leur système digestif, par exemple de ne pas grignoter, de ne pas, voilà, tout un tas de choses sur lesquelles on peut les former et on peut leur expliquer que voilà, il y a certains aliments qui peuvent leur poser problème, essayer de, 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 de surligner les usual suspects, comme on dit en anglais, et d'essayer de faire en sorte que ces gens comprennent qu'il y a une façon optimale pour eux de manger et que l'autre point, c'est qu'il n'y a pas juste le côté énergie, comme je l'ai dit, il n'y a pas juste le côté macronutriments, il y a aussi le côté micronutriments. Et oui. pour que ces micronutriments soient efficaces, il faut qu'ils soient biodisponibles. Donc, dans ce sens-là, quand on va réfléchir à une nutrition optimale, on va réfléchir dans le monde réel et pas dans un monde virtuel dans lequel on va nous dire oui,
Il y a eu, tu sais, ça marche par phénomène de mode des fois. À un moment donné, il y avait cette algue-là, je sais plus comment, la spiruline. Spiruline, ah oui, 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 oui. Alors tout le Bah, monde, ça, on me là, l'a encore conseillé aussi l'année dernière, il y a hein. encore des fermes par ici, là, où ils les font et tout, et puis les gens prennent ça en se disant, Mm. bon, mais ça peut être un bon palliatif à la vitamine B12, ça peut être un bon supplément en protéines, etc. Eh bien non. Eh bien non. Et par contre, on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais dans ce sens-là, non. Mhm. D'accord. Ouais, c'est Est-ce intéressant que ça. c'est clair? Oui, oui, oui. Enfin, j'ai plein de questions du coup à te poser. Donc, j'aurais compris que le régime végétal, 100% végétal, hein, vegan, on est d'accord que tu n'es pas du tout pour ce genre d'alimentation, hein. Et je vais t'étonner, je vais t'étonner. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai été contacté par une dame et comme elle avait un atavisme comme le mien, je ne me suis pas méfié. Donc, on a discuté parce que pour moi, quelqu'un qui a des origines maghrébines, euh, en général, enfin, c'est très rare de tomber sur des végans. Parce que D'accord. c'est dans la culture, je veux dire, c'est même dans les fêtes, etc. Le fait d'égorger son mouton, enfin, tu le sais, voilà, Mhm. c'est des choses qui, pour moi, voilà, jamais j'avais rencontré quelqu'un avec des origines X qui me dit, bon, voilà. Et puis, dans la conversation, en fait, elle me parle d'anémie, elle me parle de choses, etc. et tout. Bon, j'essaie de comprendre ses règles, etc. Bon, dans le petit échange que j'ai toujours en préambule de la prise en charge, parce que pour moi, c'est pas systématique que je prenne en charge les personnes qui me contactent. Je veux absolument déjà qu'elles soient dans le monde réel, qu'elles aient une intention de faire les changements, parce que en médecine Bah oui, fonctionnelle, ça, même c'est ça, dans oui. l'allopathie, si Mhm. j'ai pas l'adhérence et l'adhésion des gens, ben, je pourrais rien faire. Donc, il s'agit de sonder si vraiment ces gens sont motivés ou s'ils sont là en train de faire du tourisme médical. Et Mais donc, dans cette je pense que conversation, je te coupe juste une seconde pour dire juste ça, que je pense que c'est extrêmement important que les personnes qui veulent se tourner vers la médecine fonctionnelle ou qui seraient éventuellement intéressées, bah, soient prêtes à s'impliquer, à s'investir dans leur santé, à vraiment prendre en main leur santé, à en faire une priorité, parce que sinon, ça va jamais marcher. Parce que moi, j'ai eu des personnes comme ça qui me demandaient des conseils, et quand je me donnais un conseil, ah oui, mais non, mais je veux pas parce que non, je veux pas arrêter le gluten parce que mais en fait, c'était évident qu'il fallait que cette personne arrête le gluten, par exemple, pour au moins un certain temps. Mais bon, après, s'il n'y a pas d'effort de la part du patient, je pense qu'il y a, enfin, on peut pas, tu peux pas faire de miracle non plus, quoi. Tu peux pas. ben, tu as dit le mot juste. Moi, souvent, je leur dis que je marche pas sur l'eau, je suis Ouais, pas Jésus c'est et ça. je vais pas, voilà. Donc, je vais pas, de coups de baguette magique, changer leur santé. Mm, Ce que j'ai mhm. besoin, c'est qu'ils comprennent qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur Internet, il y a énormément de contradictions et que c'est très facile de s'y perdre et que C'est vrai. peut-être certaines choses qui font dans leur quotidien contribuent à leur pathologie. Et donc, justement, cette dame qui me parlait d'anémie, de machin, etc., au bout d'un moment, au final, elle me dit, oui, mais je ne mange pas de viande. Hop là, j'ai arrêté de suite. Je lui ai Mm, dit, écoute, je vais te le dire franchement et clairement pour que tu ne perdes pas ton temps et que tu ne perdes pas ton argent. Et puis, moi, je ne vais pas non plus perdre mon temps à faire des suivis dans lesquels je ne crois pas. Parce que ah bah, bien même en les sûr. supplémentant, les végans, c'est juste pas possible. Mhm. Donc, en général, pour répondre à tes questions, les végans, je refuse de les prendre en charge. Et ça va choquer des gens, mais c'est comme ça. Je leur dis tout le temps, soit vous choisissez votre idéologie, soit vous choisissez vos besoins. Mm. Et si pour vous, l'idéologie passe avant les besoins, je pourrais rien faire. Ouais. Même en la supplémentant. Et je sais qu'il y a toujours un végan qui va me dire oui, mais moi, ça fait tant d'années, etc., etc. Seulement dans le monde réel, avec les gens réels, ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est des cheveux qui tombent, c'est de la sarcopénie. Sarcopénie, c'est quand tu perds ta masse musculaire, Mm. c'est des dents qui se déchaussent, c'est de la constipation, c'est Les énormément problèmes de choses. digestifs, plus d'acide chlorhydrique. Moi, j'ai été pendant 7 ans hein, aussi alimentation purement végétale bah, D'accord. et crue pendant 7 mois parce Ah que ben, bah, donne-moi pareil. ton expérience. Tiens, ben voilà. Ah, mais moi, ça Donne-nous a ton été un expérience. désastre absolu, quoi. Moi, ça a été un désastre. J'ai fait un live d'ailleurs là-dessus sur Instagram que sur l'alimentation. Bah, mon expérience, c'est celle de mon invité aussi qui avait exactement eu, enfin, exactement la même expérience que moi. Et on s'est retrouvés toutes les deux avec d'énormes problèmes digestifs, bah, en fait, dysbiose totale, diarrhée tout 25 jours par mois. Enfin, là, moi, de toute façon, j'ai déclenché un intestin irritable qui en fait était un SIBO. Euh,
plein de problèmes aussi endométriose que j'avais. Et J'allais te tout, le dire, au niveau hormonal, ouais, chez les femmes, c'est règles une extrêmement catastrophe. douloureuses. Les Ouais, règles, tout c'est ça, c'est ça. une catastrophe. Oui, et Ouais, puis ça. aussi, j'ai eu beaucoup de fatigue à ce moment-là. Bon, après, c'est revenu, ma dysbiose est revenue. Et là, maintenant, je me fais vraiment j'ai une prise en charge en médecine fonctionnelle pour, euh, pour plein d'autres choses, mais pour ça aussi. Mais non, non, moi, ça a été une catastrophe et ça a commencé à aller mieux seulement quand j'ai réintroduit la consommation de produits animaux Ouais. Et quotidiennement, quotidiennement, comment en tu y fait. arrivais à consommer des produits animaliers? Alors, tout doucement, au début, j'avais juste ajouté du Non, mais poisson. qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu aies une remise en question? Bah, je pense que bah, déjà, je suis tombée malade. Donc, ça, alors, au début, quand je suis tombée malade, si tu veux, il y a quelques années, j'avais perdu énormément de poids. J'étais très, très, très mince. Et là, j'ai vu un naturopathe qui m'a. Donc, c'était pas du tout en Angleterre en plus. Enfin, moi, j'habitais en Angleterre à l'époque, hein. Et où j'habitais, c'était une ville très, très hippie. Donc, tout le monde C'est où? était. C'était à Totnes, dans le Devon. Vraiment, tout le monde était thérapeute, prof de yoga. Enfin, il y en avait partout, partout, partout. Chaman. Non, mais c'était sympa, mais en même temps, le truc, c'est que tout était vegan, donc, ou végan, comme tu dis. New Euh, Age. oui, très New Age, très, voilà. Donc, tout le monde consommait un régime végétal. La plupart, il y en avait quelques-uns qui consommaient de la viande. Et quand je voyais, j'avais d'ailleurs un ami qui consommait des produits, des abats. Donc, oui, quelquefois, il arrivait avec ses snacks, et ses snacks, c'était un cœur dans un pot en verre. Enfin, et moi, je trouvais ça, mais je trouvais que c'était horrible. Comment pouvait-il faire ça? Enfin, voilà, donc moi, je me suis même portée volontaire dans l'association PETA internationale pour les droits des animaux. Enfin, donc j'étais Waouh. très impliquée dans tout ça. Est-ce que Hors de tu... question que je mangeais des animaux, c'était pas possible. C'était euh, juste impossible. c'est dingue, hein, c'est dingue comme ces idées circulent Ouais, et c'est ça. comme les gens ne savent pas d'où ça vient, en fait. C'est Et ça. Et en fait, c'est ça qui est le plus dangereux. Est-ce que tu connais le professeur Frédéric Leroy? non. J'ai pas eu faire un entretien avec lui. Le problème qu'il y a, bon, moi je suis anglophone et j'ai vécu en Angleterre pendant ouais, Mhm. 8 ans et j'ai bossé pour une compagnie anglaise pendant 13 ans. Donc, ouais, D'accord. j'y suis resté quand même assez longtemps. Mais je le parle, donc c'était pas un problème de faire l'entretien. Mais j'ai pas le temps de traduire la vidéo en plus de faire le truc, le machin. Donc, du coup, j'ai laissé un petit peu tomber. Mais si tu veux, Frédéric Leroy, le professeur Frédéric Leroy est intéressant parce que il remonte, il fait l'étude justement pour comprendre d'où viennent ces choses-là. Et il faut comprendre qu'il y a, comment te dire, derrière ce genre d'idées qui circulent, qui sont dans l'air du temps, les gens ne se méfient pas. Ils se les approprient, mais ils ne savent pas que ça appartient à un agenda et qu'on essaie de nous amener quelque part, qu'on est en train de modifier, si tu veux, l'homme, lui modifier même sa façon de manger. Et Mhm. derrière, hein, je veux dire, on va pas se le cacher. Natixis, tu peux les retrouver dans ce genre de mouvement. Tu vas trouver des Bill Gates, tu vas trouver des banques centrales qui financent tout ça et tout ça. Enfin, je veux dire, l'agenda 2030, il est connu de tout le monde. Oui. Tu as le Forum économique international qui veut nous faire manger des insectes. On a des viandes industrielles qui vont sortir de l'usine, etc. Donc voilà, on essaie de nous faire comprendre que la vache pollue autant qu'une voiture, comme l'a fait Bill Gates. Une fois, j'avais même répondu en faisant une image assez drôle où j'expliquais à Bill Gates quelque part que s'il pensait avoir raison, qu'il s'enferme dans un garage avec une voiture en marche, et moi je m'enferme avec une vache dans un garage, et puis on en discute le lendemain matin pour voir si c'est exactement la même chose. Mais quand on te parle de pollution carbone et qu'on te parle du carbone, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on te parle de la vie. Et quand on va venir à taxer le carbone, voilà, enfin, je ne veux pas rentrer dans la description de tout ça, c'est pas le sujet du jour, mais les gens devraient faire attention Mhm. aux idées qui s'approprient et à ces espèces de délire quelque part, quoi. C'est comme une délusion, des illusions, c'est comme une espèce de délire dans lequel sont les gens, quoi, hein. Mm. Bah, je pense que en fait, ça part d'une bonne intention quelque part. Quand tu voilà, Et ça partait d'une bonne justement intention. non, Oui, mais justement non. ça part d'une intention Ça part de. d'un projet dont tu n'as pas idée, en fait. Oui, Et mais il faut toi, quand connaître le tu es dans le rapport, mouvement, si tu connaître veux, le rapport Midos, il faut connaître ce qu'est le Club de Rome, il faut connaître qui sont ces gens, il je faut suis tout à connaître fait leur d'accord. Oui. agenda.
Et je te jure que quand tu vas Ouais. Ça gratter part pas là-dessus, de et je leur t'invite à aller voir intention, ouais, de leur le intention, elle professeur est, Frédéric Leroy, je te ouais, garantis ouais, que, comme on dit chez nous, c'est pas parce que l'histoire elle est bien racontée qu'elle est forcément belle. bien sûr, ouais. Non, mais je Ouais, parle des donc, gens, les gens qui sont à l'intérieur de ces mouvements-là, parce que moi je l'étais, je pense bien faire. Tu penses que ton intention, elle est pure, elle est bonne. Mais le problème, c'est que voilà, tu es complètement à côté de la plaque, tu te bousilles la santé. À l'époque, en plus, j'avais un copain qui était professeur de biologie. Et donc, il y avait toute une ribambelle de bouquins sur l'environnement et sur l'impact aussi du véganisme sur l'environnement. En fait, il y a plein de recherches qui montraient que ben, c'est pas si innocent que ça du tout. Et que c'est même voilà, en pire. fait, on se fait des idées, mais c'est pas. Il n'y a pas. Je pense que dans tous les cas, il y a, voilà, enfin, il y a des animaux qui meurent dans tous les cas, d'un côté comme de l'autre. Et puis voilà, c'est la vie, quoi, aussi. Et donc, Ouais. moi c'est ça que c'était vraiment un changement psychologique qui a dû s'opérer. Un retour à la réalité, un retour vraiment. Déjà, j'ai changé de ville. Je me suis retrouvée, je suis revenue en France. Non, mais ça a été énorme pour moi, ce changement, parce que en fait, j'étais plus du tout entourée des mêmes gens, hein. Et puis, moi, je suis tombée malade. Donc, j'ai commencé à perdre tous mes cheveux. J'ai commencé à avoir de la rosacée, d'être extrêmement fatiguée. Enfin, il y a eu voilà, plein de choses qui se sont passées. Et donc, je me suis tournée vers la naturopathie. La première naturopathe m'a dit: «Ah non, non, il faut absolument que tu sois végane à 100%» parce que j'avais réintroduit du poisson. Bon, la deuxième et aussi que je devais, voilà, alcaliniser mon système. Donc j'avais, des poudres d'herbes, de blé, spiruline et cetera. Et puis, la deuxième personne qui m'a suivie, elle, elle m'a invitée à rajouter beaucoup de protéines dans mon alimentation. Et c'est comme ça, petit à petit, que voilà, j'ai réintroduit, le poulet, régulièrement, la viande blanche, les poissons, les œufs, tout ça. Pas la Heu viande rouge. Bah, au début, non. Non, ça m'a pris quand même plus d'un an après. Et puis d'un seul coup, j'ai suivi des comptes d'alimentation ancestrale. Je me suis intéressée à l'alimentation ancestrale. J'ai trouvé d'excellents comptes. Et puis, je voyais ces gens qui mangeaient, qui étaient en pleine santé et qui avaient guéri de leurs troubles digestifs, maladies auto-immunes, etc., avec justement ben, l'alimentation hypotoxique ancestrale. Donc, je me suis intéressée au régime, à l'alimentation de Seignalais, à l'alimentation anti-inflammatoire, etc. Et puis, j'ai fait moi-même mon petit alimentation qui me convient bien maintenant, si tu veux. Mais j'ai rajouté la viande rouge parce que j'ai vu que voilà, il fallait, je pense qu'il fallait que je rajoute. Et puis, au bout d'un moment, c'était une évidence, c'est devenu une évidence, il fallait en consommer. Donc, le premier steak, il a été compliqué parce que j'ai 45 ans maintenant et mon dernier steak remontait à l'âge de 13 ans. Wow. T'imagines, ça faisait très longtemps. Donc c'était un peu bizarre. Et en fait, maintenant, je me régale avec ma viande rouge, quoi. Enfin, j'ai même réintroduit il n'y a pas très longtemps le foie. Enfin, introduit parce que j'en ai Excellent. jamais mangé Ouais. avant. C'était la première fois de ma vie que je mangeais du foie. Sauf quand j'étais bébé, je crois. Mais voilà. Donc ouais, Indispensable, indispensable pour les femmes. oui. Puis, Oui, tu as et ton âge, tu vas te diriger là progressivement vers c'est la ça. Bah ménopause. oui, Malheureux, c'est comme ça. C'est la vie qui fait qu'on évolue comme ça. Mais c'est vrai que plus on va se rapprocher vers la ménopause, c'est clair que les abats et la viande rouge, c'est quelque chose qu'il faut mm, absolument, 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 absolument remettre dans la nutrition. Mais ça, je veux dire, c'est le monde ça. réel, c'est tel qu'il est. Et puis, voilà. Euh, on mange pas tous les animaux. Enfin, voilà, il y a Ouais, des animaux qui sont là pour ça. Enfin, c'est là. là, on peut rentrer même, moi, ça m'arrive souvent de rentrer à la métaphysique, expliquer aux gens la place centrale qu'a l'homme dans la création et comment les choses lui sont assujetties. Puis, quand on prend un fermier qui travaille de manière ancestrale, comme tu l'as dit, qui travaille dans le respect de l'art, dans les règles de l'art, qui nourrit bien sa bête, etc., je veux dire, moi, je vois rien de choquant là-dedans. Après, moi, c'est une façon dont j'ai grandi. Je veux dire, on aurait pu me raconter n'importe quoi que ça aurait pas marché parce que j'ai un peu plus d'ancrage dans le fait que j'ai une spiritualité qui me tient vraiment terre à terre et dans lesquelles il y a des notions. Je veux dire, en termes de nutrition, même en termes de médecine, il y avait ce qu'on appelait, nous, la médecine prophétique, qui était la médecine Unani. Et ce que nous, on raconte en termes de médecine fonctionnelle, c'était déjà ce que racontaient les prophètes.